Je m'appelle Chloé Cooper, je suis née à Toulouse le 23 juillet 1992, j'ai 29 ans. Vous avez pu me découvrir grâce à la télé-réalité à travers les Marseillais, Australia et d'autres émissions. Et aujourd'hui, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. J'ai une petite sœur qui s'appelle Julia, elle a 3 ans de moins que moi. On a le même papa et la même maman, mais ils se sont séparés quand on était très jeunes toutes les deux. Moi j'avais 4 ans et demi et ma petite sœur avait 1 an et demi. Avec ma sœur, on a une relation à la fois fusionnelle, à la fois très conflictuelle. On est très différentes toutes les deux, on est l'opposé. Moi je suis Lion, elle a les cancers, donc on a vraiment 2 caractères très différents. Donc du coup, ça peut être très conflictuel et à la fois on s'aime énormément parce que on a grandi dans une situation un petit peu monoparentale et on a dû être très soudées toutes les deux. Et donc du coup, on se soutient, on s'aime très fort, mais on s'engueule aussi beaucoup. Mon papa, il est musicien et il est auteur-compositeur et interprète, mais malheureusement, il n'a jamais réussi à en vivre énormément. Ça a été toujours une passion pour laquelle il a donné tout ce qu'il avait, mais qui lui a finalement pas trop rendu. Donc financièrement, ça a toujours été un petit peu compliqué. Avoir un papa artiste, c'est avoir un papa un peu différent de ce qu'on peut voir beaucoup comme cliché, le papa au bureau avec le petit costard. Moi, j'avais plutôt le papa en jean, basket, avec un sweat à capuche, qui fumait ses cigarettes, roulait, et qui buvait des coups au bar avec ses potes, et voilà, qui écrivait, qui composait, qui jouait de la guitare le soir quand on rentrait à la maison. Il nous écrivait des chansons pour qu'on s'endorme le soir. Voilà, c'est très différent et à la fois c'est enrichissant parce qu'on a d'autres choses à partager. Et c'est quelqu'un qui malheureusement a arrêté ses études très jeune et a connu la galère et c'est tout ce qu'il ne voulait pas pour nous. Donc malgré le fait que ce soit son statut, c'est jamais ce qu'il nous a souhaité vraiment pour nous. Avec mon papa, j'ai une relation où on s'entend très bien, mais on a aussi parfois quelques conflits parce que des fois j'aimerais qu'il fasse plus. Donc je lui dis parce que forcément je veux le meilleur pour lui, je veux qu'il soit à l'abri plus tard. Et donc du coup j'essaye de le pousser pour donner le meilleur de lui-même, peut-être pour qu'il change de vie. Et je sais qu'il m'écoute, mais bon, il est un peu têtu. Mais on s'entend très bien, mais on se voit pas beaucoup. Mon papa, je le vois peut-être 4 fois par an maximum. C'est un papa poule, il n'a jamais été présent beaucoup physiquement, mais toujours émotionnellement. En tout cas, il a joué son rôle de père jusqu'au bout, malgré le fait qu'il se soit séparé quand j'étais très jeune. Jusqu'à mon adolescence, mon papa s'est toujours occupé de moi comme un papa. Il était marié avec une femme qui gagnait bien sa vie également, donc du coup, il a toujours subvenu à nos besoins. Et puis quand il a divorcé, donc avec une autre femme que ma maman, il s'est retrouvé célibataire avec beaucoup moins d'argent et du coup là on a pu un petit peu moins compter sur lui, ce qui est normal. Et quand c'est moi qui a commencé à gagner un peu plus d'argent, c'est moi qui ai un peu plus aidé mon papa quand il en avait besoin. Et aujourd'hui il se débrouille tout seul, mais je sais que parfois il a besoin qu'on lui dise les choses pour qu'il les entende, parce qu'il peut être borné, et je sais qu'il a besoin de conseils et il peut compter sur moi. Ma maman, quand j'ai grandi, elle était commerciale, donc elle avait des revenus qui étaient suffisants pour assumer ses 2 enfants, ma sœur et moi, mais c'était pas non plus trop. Disons qu'on avait ce qu'il fallait, mais pas plus, donc on se contentait d'avoir ce dont on avait besoin, pas forcément de beaucoup plus. Et ensuite, elle est devenue institutrice, mais on était un petit peu plus grande déjà, donc maintenant ma maman est institutrice. J'ai eu une relation très très dure avec ma maman parce qu'on avait le même caractère, toujours à vouloir avoir le dernier mot. Donc du coup on s'est beaucoup disputé jusqu'au point où j'ai dû déménager. Je suis partie vivre chez mon papa quand j'avais 14 ans. J'ai passé 2 ans avec lui. Avec ma maman, ce qui était difficile, c'est que j'étais très insolente. J'ai eu une véritable crise d'adolescence, j'avais pas envie de travailler, je voulais toute l'attention sur moi. Et ma maman, elle a eu beaucoup de mal à le gérer. Forcément, comme n'importe quelle maman, elle espérait forcément le meilleur pour moi. Je pense que je ne lui ai pas apporté tout ce qu'elle souhaitait pour moi. J'avais des envies différentes, j'étais très négligente au niveau de mes études. Et donc, du coup, forcément, ça pétait un petit peu à la maison. Depuis qu'on vit plus ensemble, on s'entend très bien aussi, c'est ma meilleure copine. Je peux parler de tout avec elle, on fait plein de choses ensemble. Mais c'est uniquement parce qu'on ne vit plus ensemble. Du coup, plus de conflits du quotidien. Je pense que j'étais une petite fille assez sociable. J'étais la petite fille qui avait toujours des copains, des copines. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune, donc j'ai beaucoup changé d'école. J'ai toujours réussi à m'intégrer facilement. J'étais pas une petite fille trop stressée, donc ça allait. Et par contre, au niveau scolaire, j'ai toujours eu un peu de mal à me concentrer. C'était quelque chose qui m'intéressait pas. J'étais un petit peu turbulente. Donc du coup, j'avais pas les notes qui suivaient spécialement, notamment au collège, à l'arrivée du collège où j'ai été dans la
médiocrité, on va dire, au niveau des notes et des études. Du coup, je n'ai pas fait de grandes études par la suite, mais voilà, j'aimais pas l'école. Clairement, je n'aimais pas l'école et pourtant, j'avais envie de réussir, mais sans apprendre. Une vraie feignante. Après le collège, du coup, je décide d'aller en lycée professionnel pour faire de la coiffure. J'ai tenu 1 an. Voilà, je ne tenais pas en place dans un salon, finalement ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé d'arrêter et ensuite j'ai fait une formation pour avoir un diplôme d'État pour être assistante de vie aux familles. Dans le social, tout simplement. Je m'occupais de personnes handicapées, moteurs principalement. Je voulais faire quelque chose où je me rende utile, aider les autres. C'est un métier qui est accessible aussi, on ne va pas se mentir, quand on n'a pas de grandes études, qui est rapide. C'était une formation qui durait 6 mois. Donc voilà, il y avait tout le côté pratique, le côté accessible et aussi le côté humain qui me plaisait beaucoup. J'ai fait ça, j'ai eu ce diplôme-là, mais sinon je n'ai pas de grandes études, je n'ai même pas le bac. J'ai eu quelques familles, notamment des personnes dont je me suis occupée pendant environ 1 an à leur domicile. Je me déplaçais et puis très vite, je décide d'arrêter parce que c'est un métier, comme on le dit souvent, un métier d'usure qui est fatigant psychologiquement plus que physiquement. Et en tout cas, j'étais trop jeune, je pense, pour voir autant de tristesse, autant de détresse chez les gens. Ça m'affectait beaucoup. Je me suis sentie pas vraiment capable de continuer. Du coup, j'ai arrêté. Et là, j'ai voulu trouver un travail alimentaire, donc pour gagner de l'argent, et je me suis lancée dans la vente. Et c'est là que j'ai eu le déclic et le coup de cœur pour la vente. Et ensuite, j'ai travaillé du coup pendant 7 ans dans la vente de prêt-à-porter. J'ai commencé à travailler chez Camaïeu. On m'avait fichu en cabine au fond et je devais conseiller les dames du coup qui essayaient, leur apporter des nouvelles tailles. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien être en cabine, que les femmes sortent et qu'elles se regardent et de pouvoir les conseiller, leur dire si ça leur va bien, s'il faut une taille en dessous. Enfin, je sais pas, j'ai eu vraiment un déclic à ce moment-là, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai continué. Voilà. 2 mois après, ma responsable a démissionné, donc j'ai été promue au titre de responsable. J'étais super heureuse, mais quelques temps après, la boutique a fermé, elle a fait faillite, donc du coup on a eu un licenciement, ma vendeuse et moi. On est parti de là, et qu'est-ce qui s'est passé 3 semaines après? On est venu me rencontrer en soirée pour me proposer de passer le casting des Marseillais. À la base, moi, ce que je voulais, c'était une soirée McDo avec ma copine à la maison, mais elle a vraiment insisté pour qu'on aille au closing, donc à la fermeture d'une des soirées qui est en vogue un petit peu l'été sur Marseille. Donc finalement, je décide de lui faire plaisir. On part toutes les deux boire un verre là-bas. Il se trouve qu'il y a une des casteuses des Marseillais qui est là dans la même soirée avec Paga des Marseillais. Et ils ont dû me repérer un petit peu tous les deux. Et là, il y a une jeune femme qui vient me voir, qui me dit que je suis jolie, que je danse bien, et elle me propose de faire le casting des Marseillais. Moi, je me dis, c'est incroyable qu'on me regarde moi, alors qu'on était... Il n'y avait pas énormément de monde à cette soirée, mais bon, malgré tout, c'est moi qu'on vient voir. Je comprends vite que c'est peut-être Paga qui lui a dit, voilà, elle est mignonne, je l'aime bien, je la connais pas, va la voir. Donc bon, je suis un petit peu flattée. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai besoin de ça finalement. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin de découvrir d'autres choses, d'autres personnes. Et du coup, ils tombent super bien. Ça peut être une vraie expérience, l'occasion de voyager. J'ai très peu voyagé parce que j'ai jamais eu les moyens de le faire. Donc voilà, tout ça, ça me tombe dessus. Donc moi, je réfléchis pas du tout. Je me dis, allez, de toute façon, t'as plus de travail, tu sais pas trop ce que tu veux, t'es célibataire, go. Quand je rentre dans ce milieu-là, je me dis qu'on est dans un monde qui est vraiment parallèle, qui est bien, parce qu'il y a plein de bonnes choses, il se passe des bonnes choses, mais il se passe aussi de mauvaises choses. Et en tout cas, il faut prendre beaucoup de recul, parce que c'est vraiment un monde qui est parallèle, c'est pas totalement la réalité, c'est qu'une petite partie de réalité sur ce qui se passe là-bas, sur nos émotions, mais tout est décuplé, tout est très très fort, donc il faut bien le gérer. Et donc... je me dis que c'est un peu comme si c'était des vacances, voilà, une parenthèse dans ma vie et que quand je vais rentrer de tournage, il va falloir que je revienne à ma réalité. Je pense que dans la télé-réalité, beaucoup m'ont considérée comme une personne assez naturelle, assez touchante. Je sais que dans la Villa des Cœurs Brisés, beaucoup de jeunes filles qui n'avaient pas confiance en elles se sont retrouvées en moi. Ça m'a permis de véhiculer ce message-là, donc j'étais hyper contente, hyper fière. J'ai eu de très très jolis retours. Et par la suite, je pense qu'on m'a connue comme une nana un peu plus hystérique, c'est-à-dire qui avait du caractère et qui a réussi à prendre confiance en elle au fur et à mesure des aventures et qui l'a exprimée de façon un petit peu plus claire. Donc voilà, et j'ai un côté à la fois un peu fragile, très naturel et touchante, et à la fois un côté un peu gaga qui sait hurler quand il faut et qui hurle beaucoup d'ailleurs, parce qu'il faut beaucoup.
Dans ma dernière télé, du coup, dans mon aventure des Anges 12 à Hong Kong, j'ai aussi rencontré du coup celui qui partage ma vie aujourd'hui, Sébastien. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on est ensemble. J'ai décidé d'arrêter la télé-réalité puisque j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'une vie un peu plus stable, en tout cas avec mon amoureux. Et donc du coup, je regarde ça comme une expérience de jeunesse finalement, alors que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est que des bons souvenirs. J'ai pas du tout gardé le mauvais, j'ai pris que le bon parce qu'il y a énormément de positifs. Ça m'a permis de me construire une vie assez confortable, avec des revenus agréables et d'avoir un train de vie qui est plutôt sympa. Quand on est sorti des Anges avec Sébastien, j'étais plus trop heureuse sur ma façon de travailler dans mon agence, dans mon ancienne agence. Et Sébastien m'a motivée et pareil, il m'a aidé à prendre un petit peu confiance pour que je prenne mon envol. Et donc j'ai décidé quelques mois après de quitter mon ancienne agence et de devenir complètement indépendante et de gérer absolument toutes les marques avec lesquelles je travaille, puisque j'avais saisi une chose, c'est qu'a priori la télé-réalité c'était terminé. Donc pour moi, il fallait vraiment que je propose un travail qui m'amène sur du long terme, qui m'apporte vraiment une transparence et une crédibilité envers mes abonnés. Donc c'est vraiment ce que je recherchais à ce niveau-là. Et pour moi, c'était plus facile d'avoir cette crédibilité-là en ayant la main mise sur toutes mes marques, sur tous mes partenariats. C'est très dur de se détacher de l'image de télé-réalité et c'est vraiment mon combat un petit peu, même si je ne crache pas dessus parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et j'en ai que des bons souvenirs. Mais aujourd'hui, j'aimerais me faire un petit peu plus oublier de cette image pour me crédibiliser plus dans la nouvelle image que j'aimerais avoir, celle d'influenceuse, blogueuse. Et donc du coup, c'est pas évident parce que beaucoup de marques nous ferment leurs portes aussi parce qu'on est indirectement associé à cette image de télé-réalité et pour s'en détacher, c'est pas évident. Donc c'est du travail, c'est de la patience. Et c'est ce que je fais tous les jours. J'ai décidé de ne plus travailler avec toutes les marques de dropshipping, en tout cas toutes les marques qui ne me correspondent pas non plus, parce que pas seulement de dropshipping, mais toutes les marques qui ne me correspondent pas. Donc j'ai vraiment sélectionné. Sélectionner veut dire rapetissir beaucoup, souvent. Et donc du coup, je gagne moins d'argent, mais disons que dans ce milieu-là, j'ai peut-être une espérance de vie un petit peu plus élevée du coup, puisque du coup j'ai plus de crédibilité, je suis beaucoup plus épanouie dans ce que je fais, dans ce que je partage, et quand on prend du plaisir à faire ce qu'on veut, c'est facile. Donc j'espère que ça m'emmènera plus loin. J'ai envie de me diriger vers une influence mode, quelqu'un qui propose des looks, qui vient peut-être, je l'espère en tout cas, influencer certaines jeunes filles qui pourraient être également complexées par le fait qu'elles soient minces. Moi, j'ai envie de transmettre ce message-là aux jeunes filles, un message un petit peu body positive où il faut s'accepter comme on est, accepter son corps. Et du coup, j'ai envie également de transmettre des idées et des façons de se sentir mieux dans son corps quand on est mince. Je pense qu'on a été beaucoup laissé de côté, celles qui sont minces, et qu'on a toujours tendance à dire que c'est dur d'être grosse, d'être en surpoids, d'être ronde, d'être pulpeuse. Tous les termes qu'on peut utiliser, peu importe. Je pense qu'on a beaucoup oublié les femmes qui sont minces, voire maigres, comme moi, qui ont du mal à prendre du poids et qui sont complexées, tout autant qu'une femme qui va être en surpoids va rencontrer exactement les mêmes difficultés, celle de se sentir bien, celle de s'habiller, celle de plaire peut-être à un garçon, qui vont être timides par rapport à ça. Et je pense malheureusement qu'on a été un peu oubliés. Et moi, je suis très contente de représenter ce genre de femmes et je n'ai absolument pas peur d'assumer qu'on n'est pas forcément mince et bien dans sa peau. Voilà, tout simplement. Il y a une grosse différence quand on dit à quelqu'un qu'il est pulpeux et qu'il est gros, comme il y a une différence quand on dit à quelqu'un qu'il est mince ou qu'il est maigre. Il y a un côté péjoratif. Voilà. Dans les deux cas, il y a un plutôt valorisant et un qui est plutôt péjoratif. Quand on dit quelqu'un qu'il est maigre, c'est péjoratif. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas seulement un corps que tu décris, c'est quelque chose qui est reçu en tout cas de façon un petit peu méchante quand on est en face. Donc, je pense que les gens devraient faire attention parce que on ne complexe pas tout seul. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. On ne complexe pas toute seule. On complexe parce qu'on nous a pointé du doigt, parce qu'on nous a ouvert les yeux sur quelque chose, on nous a montré un défaut, on a appuyé sur un point sensible. C'est à cause de ça qu'on complexe. Parce que moi, j'ai jamais fait attention au fait que j'étais mince quand j'étais petite. Mais le jour où on a commencé à me dire « Ah, t'es mince, attention, ou tu devrais manger plus, attention », et bien là, on commence à se dire « Ah, bon, peut-être que ces gens-là, ils ont raison ». Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que vous soyez bien. Quand on emploie le mot anorexique à mon sujet, déjà, ça me fait mal au cœur. Parce que déjà, il faut comprendre et remettre dans le contexte que le fait que l'anorexie est une maladie, c'est pas quelque chose d'anodin. On parle pas d'un physique, on parle d'une maladie. Je pense que quelqu'un qui est chauve, on va pas aller le voir en disant « Ah, mais t'as un cancer ».
Non, on n'insulte pas les gens malades en fait, ça ne se fait pas, on se retient. Pourquoi les gens n'ont pas cette délicatesse quand il s'agit d'anorexie, de minceur, de maigreur et de tout ça? Moi, je ne comprends pas. Donc, ça me blesse, évidemment, ça me fait mal parce que ce n'est pas mon cas. Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de trouble alimentaire, ni d'anorexie, ni quoi que ce soit d'autre. Et ça me fait de la peine parce que je pense aussi que les jeunes filles qui le sont réellement se sentent blessées quand elles voient ça, peut-être sous mes posts, en me disant si on insulte Chloé, alors moi aussi ça veut dire que je suis anorexique, moi aussi ça veut dire que je suis comme ça, et je pense qu'on rentre dans un cercle vicieux. Je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier et on ne devrait pas se justifier, parce que finalement, moi, c'est moi. Et je ne dois de compte à personne. Quand je fais quelque chose pour moi, pourquoi je devrais en parler? Maintenant, je suis influenceuse, donc évidemment que je vais me justifier, parce que déjà, ça me tient à cœur, et parce que je ne le fais pas forcément pour me justifier, je le fais surtout pour les autres personnes qui pourraient voir ce message et qu'elles ne se sentent pas toutes seules, qu'elles ne se sentent pas mal, tout simplement, d'être mince, parce que non, il n'y a pas de raison d'être mal. Donc, je le fais plutôt pour les autres, plus que pour moi. Moi, j'ai réussi à me blinder. Si je fais les choses pour les autres et pas pour moi, c'est parce que vraiment, j'ai réussi à accepter, j'ai réussi à ne plus être totalement touchée, grâce à certaines personnes aussi qui m'ont beaucoup aidée, évidemment. J'ai des amis très proches, ma famille, mon petit ami qui m'aide à me sentir bien dans ma peau. Donc finalement, je suis un petit peu moins agressée par tout ça. Mais je sais que beaucoup de jeunes filles continuent d'être mal dans leur peau parce que je vois les messages, j'en reçois tous les jours des dizaines, voire des centaines. Je suis mal dans ma peau, comment tu fais pour prendre confiance en toi? Donc du coup, quand je vois qu'on m'agresse, non. Moi, je laisse pas faire ça. C'est honteux, vous ne devez pas être comme ça, vous ne devez pas faire de choses aussi cruelles. Et comme ça, les jeunes filles, elles savent qu'elles ne sont pas toutes seules. J'ai l'impression que je leur dois quelque chose parce qu'elles m'apportent tellement que j'ai envie d'être redevable et peut-être que ça passe par là. J'ai donc mes 2 réseaux sociaux préférés, TikTok et Instagram. Instagram, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel. Déjà, c'est quelque chose où j'échange énormément avec ma communauté, donc ça, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier. Mais c'est surtout très professionnel. Je fais très attention à mon image, j'essaie de poster vraiment de jolies photos. Je travaille avec de jolies marques aussi, donc c'est vraiment, il y a un côté finalement très esthétique que je n'ai pas du tout avec TikTok, où là il y a vraiment plus le côté fun, le côté je m'en fous de tout et je suis là pour rigoler et juste pour partager un moment de rigolade finalement. Donc c'est vraiment 2 mondes différents. Il y en a vraiment un qui est là pour le plaisir, uniquement pour le plaisir et pour la rigolade, et puis il y en a un qui est beaucoup plus professionnel et aussi où j'échange beaucoup plus. J'ai envie qu'on me connaisse sous toutes mes formes en fait, et qu'on sache que je ne suis pas seulement la petite Chloé qui a été complexée, qui a repris confiance en elle et qui s'habille bien. Je veux qu'on voit aussi le côté Chloé qui a de l'humour, Chloé qui est drôle, Chloé qui a de l'autodérision, qui n'a pas peur du ridicule, qui sait se marrer. Et donc voilà, c'est pour ça que je propose vraiment 2 contenus très différents. Et souvent, je repartage mes TikTok aussi sur Instagram pour qu'évidemment je leur fasse comprendre que regardez, je suis un petit peu fun aussi. Le regard des autres est important pour moi. C'est le mien qui va être le plus important, et ça je l'ai compris notamment avec mon changement capillaire, où on a beau me dire que c'était comme ça qu'on me préférait, c'est ce qui a compté, là c'était mon regard à moi, mais évidemment qu'il est important parce que j'ai l'impression qu'on me fait confiance. Et donc voilà, j'ai envie que ça leur plaise. Si j'en suis là aujourd'hui, si je gagne ma vie aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc évidemment que ça va avoir de l'importance, ce qu'ils pensent de moi et de ce que je leur propose. Je pense qu'on me le demande plusieurs fois tous les jours. Quand est-ce que vous allez avoir un bébé? C'est pour quand le bébé? C'est pour quand le bébé? Et je pense qu'il n'y a pas de moment pour avoir un enfant. On l'a quand on en a envie, quand on en ressent vraiment le désir. Nous, ce n'est pas le cas. On est bien à 2. Et donc, j'essaye de leur faire comprendre par moments, alors subtilement, des fois un petit peu plus dur, mais qu'il faut arrêter en fait. C'est pas parce qu'on a 29 ans et qu'on est en couple qu'on a forcément l'envie d'être maman, d'être parent à l'instant T. Nous, c'est pas le cas. C'est pas grave si je serais une maman plus âgée, mais au moins je serais une maman qui aura vécu beaucoup de choses avant et qui sera prête à tout donner à ce moment-là. Je pense, comme dans beaucoup de foyers, on se met en couple, puis ensuite on peut se fiancer, on se marie, puis les enfants, on achète une maison, il y a tout ça. Nous, notre vie, elle est un petit peu différente parce qu'on est rythmé de façon différente avec le métier qu'on a, la vie qu'on a eue, nos passés respectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint le foyer qu'on voulait avec notre chien. On est très contents, on a notre appartement qu'on aime beaucoup et on n'est pas encore prêt pour les étapes suivantes. On n'a pas envie d'avoir d'enfants maintenant parce qu'on a envie de voyager. Il ne faut pas oublier qu'on a traversé 1 an et demi de Covid après 3 mois de relation seulement. Donc du coup, ça nous a beaucoup stoppé dans nos projets
de voyage notamment. Et donc du coup, on a encore envie de vivre beaucoup de choses à deux avant de les partager dans une famille. Ça a toujours été le cas dans la vie d'une femme. Quand on arrive à la trentaine, les gens nous posent toujours la question, alors les enfants c'est pour quand? Alors le mariage c'est pour quand? Et en fait, c'est chacun à son rythme. Et de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants ne nous empêche pas d'être plus heureux, ne nous empêche pas d'être plus solide et d'avoir un avenir malgré tout. Mes projets professionnels, pour le moment, je suis très bien avec ma marque de bijoux. J'ai envie de la développer, de l'emmener un peu plus loin. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment de projet professionnel. Mon but, c'est forcément de me confirmer encore plus en tant qu'influenceuse mode, de travailler avec de plus en plus de marques, de belles marques. Donc ça, évidemment, c'est un de mes projets. Mais je dirais que mon projet, il est plutôt personnel, on va dire. Moins professionnel. Mon projet, ce serait plutôt d'avoir une grande maison avec un grand jardin, avec mon chéri, qu'on s'installe enfin chez nous, peut-être acheter. Et voilà, mes objectifs, ils sont plus de ce côté-là. Dans 5 ou 10 ans, je me vois avec un chien en plus, avec un copain pour Rio. Un petit bulldog, un petit kiki comme ça, il s'appellerait Gaston. Ensuite, je me vois toujours avec Sébastien dans une jolie maison où on se sente bien. J'espère peut-être avoir ouvert une seconde marque de prêt-à-porter. En tout cas, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Et je me vois toujours, je l'espère, influenceuse. Je suis heureuse. Je suis comblée même, parce qu'il y a une différence entre être heureuse et être comblée. On peut facilement être heureux et ça peut être très éphémère à la fois. Moi, je pense que j'ai réussi à avoir une situation qui me comble, où je manque pratiquement de rien. Je suis toujours à la recherche de faire plus, de faire mieux, de la nouveauté. Et finalement, dans la vie que je mène aujourd'hui, j'ai cette chance-là, c'est que rien n'est jamais pareil, les journées ne se ressemblent pas. Et donc, du coup, c'est ce qui me permet d'être épanouie dans ma vie aujourd'hui. C'était Chloé Cooper pour Zone Off.